Correction de l'évaluation de cours numéro 3. Un nombre s'écrit à l'aide de chiffres. Comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres. Donc je vous rappelle l'analogie. Donc en français, donc on a 26 lettres de l'alphabet qui permettent d'écrire tous les mots en français. Et en mathématiques, on a 10 chiffres de 0 à 9 qui permettent d'écrire tous les nombres. Ensuite, on a une demi-droite graduée, donc ça s'appelle l'unité. Je vous rappelle que c'est obligatoirement un singulier, puisque par définition, l'unité est unique et elle se reporte régulièrement. Donc si vous mettez un S, ça perd son sens. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de sens, donc vous serez sanctionné. Ensuite, ça s'appelle l'origine de la demi-droite graduée. Ici, le point a pour abscisse, donc sans faute d'orthographe, ABS, CI2SE. Le nombre, il faut compter 3, 4, 5, 6, 7. Donc on écrit le nombre 7 au niveau de la notation, mais A entre parenthèses 7 sont égales. Ensuite, dans un nombre décimal, je vous rappelle qu'en France, on écrit de gauche à droite, donc on commence par écrire les chiffres avant la virgule, il y a la virgule, et ensuite il y a après. Le premier chiffre après la virgule, donc celui-là, c'est le chiffre des dixièmes, avec un X. Le troisième chiffre avant la virgule, 1, 2, 3, c'est le chiffre des centaines d'unités, donc les centaines. Le deuxième chiffre après la virgule, 1, 2, c'est le chiffre des centièmes. Donc bien faire attention à ne pas mélanger. Ensuite, pour diviser un nombre par 10 100 000, on décale la virgule de ce nombre. D'un, 2, 3, etc. rang vers, donc fais attention, ici c'est écrit diviser, donc on décale vers la gauche. En rajoutant des zéros si nécessaire. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2. Puis on le divise par 10. Le vocabulaire des opérations. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés des termes. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de H. Si vous mettez un H, c'est comme les termes romains qui correspondent au baignoire. Le résultat dans une soustraction s'appelle une différence, avec 2 F. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs. Et le résultat, un produit. Ensuite, dans une addition, les nombres ajoutés sont appelés des termes. Et les résultats, c'est une somme. On passe à la division. Donc le nombre que l'on partage s'appelle le dividende. Le nombre de parts s'appelle le diviseur. Le résultat s'appelle le quotient. Et ici, on a le reste. On a toujours l'égalité, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Cite le nom des deux divisions. Donc, on a la division euclidienne. Et la division décimale. Attention aux fautes d'orthographe. Des si, il y a bien un C. Ensuite, donc là j'ai une division euclidienne écrite en ligne. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Dans ce cas-là, on a du vocabulaire. On a 3 mots de vocabulaire. Donc quand on part du grand nombre, on dit qu'il est divisible par 8. Ou on peut dire un multiple. Attention au déterminant. Un multiple, c'est parce qu'il y en a une infinité. Ça n'en est qu'un seul. Et 1 à l'envers, si on part du petit nombre, on met que c'est un diviseur. Et là aussi, on fait attention, des diviseurs, il y en a plein. Donc, on n'en cite qu'un seul. Les critères de divisibilité. Un nombre entier divisé par 2 si le nombre se termine par 0, 2, 4,
6 ou 8. Attention au vocabulaire. Hein. On peut dire aussi son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Mais en aucun cas, le dernier chiffre se termine. Ça, on a travaillé sur le vocabulaire en classe et ça n'a pas de sens. Comme en français, si on fait l'analogie, on ne dit pas que la dernière lettre du mot chat se termine par un T. Ça ne se dit pas. On dit soit la dernière lettre du mot chat, c'est T, soit on dit que le mot se termine par T. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, un nombre est entier divisé par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. Un nombre entier divisible par 3 si la somme de ces chiffres, les siens, donc c'est SES, est divisible par 3. Ou est un multiple de 3. Ensuite, A sur B, l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. A s'appelle le numérateur, ça vient de numéro, et B le dénominateur, ça vient du verbe dénommer, c'est lui qui donne le nom. Alors, A sur B est une fraction lorsque A et B sont des nombres entiers. Si je n'ai pas des nombres entiers, ça s'appelle juste une écriture fractionnaire. Ensuite, dans l'égalité 5R égale 3,75, donc l'écriture avec le trait de fraction s'appelle l'écriture fractionnaire. Et l'écriture à virgule s'appelle son écriture décimale. A sur B est le nombre qui est multiplié par... Donc là, on parle de l'égalité. Donc le B est en bas. Donc il faut que je multiplie par B. Et on obtiendra le numérateur, le A. Donc A sur B, le nombre qui est multiplié par B donne A. Et je vous rappelle que si vous mettez des lettres majuscules, bah, c'est faux. Parce qu'en mathématiques, une lettre majuscule ou une lettre minuscule, c'est pas le même nombre. Donc il faut bien faire attention. C'est écrit ici avec des lettres minuscules. Donc je suis obligée d'écrire des lettres minuscules. Ensuite, prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Calculer T% d'un nombre revient à multiplier le nombre par T centième. T%, ça veut dire T sur 100. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. Attention aux déterminants. Ensuite, dans une expression sans parenthèse qui comporte uniquement des additions et des soustractions, ça c'est le premier cas. Ou bien uniquement des multiplications et des divisions. Donc bien faire attention, hein. On pourrait interpréter cette propriété de plusieurs manières, mais c'est celle-là que je veux, donc il faut bien faire attention. Donc s'il n'y a que des additions et des soustractions, ou bien que des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. Ensuite, définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier, bien sûr, qui admet exactement deux diviseurs, deux points, et on précise lesquels, 1 et lui-même. Je vous rappelle que cette définition est à connaître par cœur et qu'on ne peut pas changer les mots parce que ça n'a pas le même sens. Par exemple, un élève qui dirait un nombre premier est un nombre qui se divise par 1 et lui-même, et bien là c'est faux parce que tous les nombres entiers se divisent par 1 et eux-mêmes. Et là, nous, on veut exactement deux diviseurs. Je vous rappelle aussi, si vous mettez qu'un nombre premier est un nombre qui se divise que par 1 et lui-même, c'est faux aussi parce que 1 est divisible par 1 et lui-même. Et donc, avec cette définition, 1 serait un nombre premier. Or, 1 n'est pas un nombre premier,
puisque 1 n'a qu'un seul diviseur. 1 et lui-même sont confondus. 1 n'est pas un nombre premier, les nombres premiers commencent à 2. Donc faites vraiment attention, la définition c'est bien avoir exactement 2 diviseurs et on précise lesquels. La liste des nombres premiers inférieurs à 30, donc on doit les connaître par cœur, donc il y en a 10. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13. En fait, il faut que vous balayez toute la liste en enlevant tous ceux qui ont d'autres diviseurs, notamment tous les nombres pairs, ceux qui sont à la table de 3, de 5, etc. Donc ensuite, on doit avoir 17, 19, combien j'en ai 1, 2, 3. Il y a 23 et 29. Ensuite, si on a 3 sommets d'un triangle, alors la longueur AB est inférieure à la longueur AM plus la longueur MB. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en classe. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Donc je vous rappelle que la longueur AB, c'est le plus court chemin pour aller de A vers B. C'est la ligne droite. Et donc là, c'est quand on fait une étape par le point M. L'égalité triangulaire, c'est dans le cas où les points sont alignés. Donc si on a l'égalité, ça s'appelle l'égalité triangulaire, donc c'est qu'il y a une égalité, hein, donc là c'est bien un plus. Du coup, on sait que les points A, M et B sont alignés dans cet ordre, ce qui veut dire que M appartient au segment AB. Allez, les notations en géométrie. Alors, si j'ai 2 lettres majuscules entre parenthèses, ça c'est la notation pour parler de droite. Si j'ai crochet parenthèse, c'est une demi-droite. Si j'ai des crochets, c'est segment. Je vous rappelle que segment, si vous mettez un E derrière le G, ça fait segment. AB sans rien, c'est une longueur. Pareil, attention, si j'oublie le U, ça fait longeur. 2 lettres majuscules séparées par une virgule, c'est 2 points. 2 lettres majuscules avec une petite chose arrondie dessus, c'est un arc de cercle, donc une partie de cercle. 3 points, 3 lettres majuscules collées, c'est un triangle. 3 lettres majuscules avec un chapeau, c'est un angle. Et si j'ai 3 lettres majuscules avec des virgules, c'est 3 points. Maintenant, on passe aux symboles mathématiques. Alors, je vous rappelle que ces symboles mathématiques, c'est eux qui permettent d'écrire des phrases en mathématiques, donc qui correspondent à des verbes. Donc, si vous oubliez tous les verbes là, vous serez lourdement sanctionné. Puisque le principe de base, c'est justement, ils forment le verbe de la phrase mathématique. Alors, si je commence par la pointe, c'est est inférieur à. On peut mettre aussi ou est plus petit que. Quand on commence par le côté évasé, c'est le contraire, donc c'est est supérieur à ou est plus grand que. Alors, le symbole euro avec une barre, c'est le symbole de appartient à. S'il est barré, c'est la négation, n'appartient pas à. Les 2 barres horizontales, c'est est égal à. La négation n'est pas égale à. On peut dire aussi ou est différent de. Ensuite, le T à l'envers, c'est est perpendiculaire à. Et les 2 slash, ça veut dire est parallèle à. Parallèle, il n'y a qu'un R, 2 L et ensuite un seul. On n'oublie pas les A, ils ont tous des accents. Sinon, c'est le verbe avoir et ça n'a aucun sens. Ensuite, définition du milieu. On dit que I est le milieu du segment AB si, alors je commence par faire un dessin. Donc, je vous rappelle qu'un segment, ce n'est pas un trait, il doit avoir des extrémités. Le segment, il s'appelle AB. Je place le point I, alors je m'applique. Même si ça main levée, ici, on doit avoir la même longueur. Il faut vraiment vous appliquer.
Donc le i, il est là, et je pense à coder. S'il n'y a pas de codage, il n'y a pas de milieu. Donc le codage va vous affirmer qu'on a bien un milieu. Alors, pour avoir un milieu, il faut respecter deux conditions. D'abord, il faut qu'il y ait des longueurs égales. Donc AI égale IB. Je vous rappelle que si vous mettez des crochets, c'est faux, puisqu'avec les crochets, ça serait des segments égaux, et les segments ne sont pas égaux. Ce qui est égal, ce sont des nombres. Ici, ce sont les longueurs. Deuxième contrainte, donc c'est important parce que si je n'ai que de longueurs égales, on pourrait être dans le cas d'un triangle isocèle en I. Si j'ai le triangle AIB isocèle en I, j'ai bien AI égale IB. Et pourtant, le point I n'est pas le milieu de AB. Donc pour avoir un milieu, il faut aussi que les points soient alignés. Donc là, je dois nommer 3 points, les points A, I et B. Donc je pense bien à mettre une virgule entre les points. Si j'oublie la virgule, ça devient un triangle. Et un triangle aligné, ça ne veut rien dire. Donc il faut vous appliquer. Ensuite, on passe au vocabulaire des angles. Donc la pointe de l'angle, ça s'appelle le sommet de l'angle. Je vous rappelle qu'un angle, c'est la partie du plan limitée entre deux demi-droites de même origine. Donc ici, on a deux demi-droites, ça s'appelle les côtés. C'est obligatoirement un pluriel, parce que si vous mettez un singulier, étant donné qu'il y en a deux, c'est pas cohérent. Le mot côté, on fait attention, il s'écrit toujours de la même manière en mathématiques. Il y a un accent circonflexe sur le haut, il y a un accent aigu sur le « et ». Il faut qu'il y ait le son « et ». Donc comme un angle, c'est la partie du plan limitée entre deux demi-droites, les côtés, ce sont des demi-droites. Donc ça se note crochet parenthèse. Au début, on a le crochet, ça veut dire le point d'origine. Donc ici, ça correspond au sommet de l'angle O. Et ensuite, ici, on a le A et le B. On note cet angle, donc c'est son nom. Donc on le note A au B, avec un chapeau, ou B au A. Je vous rappelle que le sommet doit être la lettre du milieu. Ensuite, la nature. Donc c'est angle aigu, obtus, droit, plat, nul. Donc ici on voit bien que l'angle est inférieur à un angle droit. Donc ça s'appelle un angle aigu. Allez, on continue le vocabulaire. Donc deux droites qui se coupent s'appellent des droites séquentes. Je vous rappelle le moyen mémotechnique pour l'orthographe. C'est deux droites qui se coupent. Ça vient de sécateur. Sécateur, ça veut dire couper, sectionner. Ensuite, donc là, il manque la figure, je vous la rajouterai. Hein. Donc, on est dans le cas où on est comme ça, avec deux angles droits. Ici, on a deux droites qui se coupent. Donc ici, on est dans le cas où deux droites sont perpendiculaires à une même droite. Alors, elles sont parallèles entre elles. Je vous rappelle que cette propriété à connaître par cœur. Donc, on la revoit beaucoup en cinquième, parce qu'en fait, vous en servirez qu'en troisième. Donc, elle était au programme en sixième. Et donc, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en troisième, c'est une propriété qui est très importante. Peut-être que vous l'utiliserez aussi en quatrième. Donc attention, si j'oublie des mots, ça n'a plus de sens. Hein. Par exemple, si j'oublie la fin de la phrase, si deux droites sont perpendiculaires, alors elles sont parallèles, c'est absolument impossible. Puisque je vous rappelle que des droites perpendiculaires, c'est des droites qui se coupent en formant un angle droit, et des droites parallèles, c'est des droites qui ne sont pas séquentes. Donc c'est exactement le contraire l'un de l'autre. Donc on n'oublie pas un bout de propriété, parce que si vous écrivez une phrase qui n'a aucun sens, même s'il ne manque pas beaucoup de mots, on ne peut pas vous mettre de points. La deuxième propriété, elle est très très utilisée aussi. Donc si ces deux droites sont parallèles, alors toute droite, donc ça c'est un singulier, hein. Toute droite ça veut dire chacune des droites, donc c'est un singulier. Toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Ensuite, nous avons les définitions des droites remarquables. Alors, dans un triangle, on appelle hauteur une droite, parce qu'il y en a trois des droites. Donc là, on avait décortiqué en classe. Hein. Donc, elles sont vraiment à prendre par cœur. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la figure à main levée d'abord. Donc, on a un triangle à chaque fois. Ici. Voilà. Des hauteurs, il y en a trois. Je vais vous demander d'en représenter une. Donc, on va représenter la plus facile, celle-là.
Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? Donc, on voit qu'elle passe par un sommet du triangle et elle est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Et on a, dans un triangle, on appelle hauteur une droite qui passe par un sommet du triangle. Et qui est perpendiculaire au côté opposé à quoi? À ce sommet. Celui dont on a parlé au début ici. Donc on passe par un sommet et donc on est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Ensuite pour la médiane, donc on commence par faire la figure à main levée. Donc pareil, on n'en représente qu'une. Donc ça va être une droite qui passe par un sommet et elle passe aussi par le milieu du côté opposé à ce sommet. Elle est là la médiane. Donc on s'applique aussi, on la dessine en verte. Donc c'est valable que dans un triangle. Donc dans un triangle, on appelle médiane une droite qui passe par un sommet du triangle. C'est le même début que pour la hauteur. Et par le milieu avec un seul L. Je vous rappelle que c'est un milieu et pas un milieu. Le milieu du côté opposé à ce sommet. Ensuite, on a les deux autres droites remarquables. Alors, elles ne sont pas vraies que dans le triangle, donc on ne va pas faire le dessin dans un triangle. On veut la définition de la médiatrice et la bisectrice. Donc, je commence par la médiatrice. La médiatrice, c'est forcément d'un segment. Donc, je dessine un segment. Dans un triangle, il y a 3 segments qui correspondent aux 3 côtés du triangle. Et la droite, attention ici, vous voyez, c'est là, alors que pour hauteur et médiane, c'est une droite. Pourquoi? Parce que dans un triangle, il y a 3 hauteurs. Or, là, pour un segment, on a une seule médiatrice. Donc, c'est pour ça que c'est un article défini. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc, on commence par faire la figure à main levée pour s'aider. Il doit y avoir un angle droit. Et ici, on doit passer par le milieu. Donc, ensuite, il n'y a plus que la phrase à faire. Et la droite qui coupe perpendiculairement quoi? Le segment. Comment? En son milieu. Ensuite, la bisectrice. Alors, la bisectrice, effectivement, dans un triangle, il y en a 3. Les bisectrices, c'est par rapport aux angles. Et dans un triangle, il y a 3 angles, puis ça s'appelle triangle. Donc là, je dessine un angle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette bisectrice? Donc, on fait attention. Cette fois-ci, ce n'est pas une droite, hein. Une demi-droite. Et elle partage l'angle en 2 angles de même mesure. Donc, on écrit la bisectrice d'un angle est la demi-droite, donc là aussi, un angle, une seule bisectrice. Donc, c'est un article défini. Qui partage quoi? Cet angle, celui dont on a parlé au début, ici. Comment? En 2 angles de même mesure. Ensuite, on a la définition du cercle circonscrit. Donc, le cercle circonscrit un triangle est le cercle. Donc, c'est unique. C'est pas un cercle, mais bien un seul triangle, un seul cercle. Donc, c'est un article défini. Le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Alors, comment on fait pour le représenter? Comment on fait pour tracer ce cercle circonscrit? Il faut placer le centre. Et le centre, c'est le point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle. Son centre est le point d'intersection des médiatrices. De quoi? Des côtés du triangle. Allez, ensuite on passe au vocabulaire du triangle et des triangles. Un triangle isocèle est un triangle qui a 2 côtés de même longueur.
Alors, la figure à main levée, on s'applique, ça doit ressembler à un triangle isocèle, on code. S'il n'y a pas de codage, il n'y a pas de triangle isocèle. Et pour le triangle isocèle, on a du vocabulaire. Le côté qui est adjacent aux deux côtés de même longueur, ça s'appelle le sommet principal. Et le côté opposé au sommet principal, ça s'appelle la base. Il faut absolument mettre des flèches et qu'elles partent du bon endroit. Il y en a qui mettent une flèche qui part d'ici. Si vous partez d'ici, ça ne sera pas la base. Si vous mettez la flèche qui part d'un sommet, il faudra donner le nom du sommet. Donc la base, c'est un côté. Donc il faut bien faire attention. Ensuite, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Et il n'y a pas de vocabulaire spécifique pour le triangle équilatéral. Par contre, on s'applique, on essaie de faire un triangle qui ressemble à un triangle équilatéral. 3 côtés de même longueur. Le dernier, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle qui a un angle droit. Et là, il y a du vocabulaire aussi spécifique au triangle rectangle. Donc, je m'applique pour faire un triangle rectangle. Je rappelle, le plus simple, c'est de faire une horizontale et une verticale. Hein. Donc, il faut que ça ressemble. Il faut s'appliquer. Et donc, le côté opposé à l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Allez, on passe au quadrilatère. C'est quoi un quadrilatère? Un quadrilatère est un polygone. Attention au vocabulaire utilisé. Un polygone, hein, ça veut dire plusieurs angles. Donc, il n'y a pas de côté qui sera arrondi. C'est un polygone. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a 4 côtés. On fait attention à l'orthographe du mot côté, qu'on a déjà rappelé. Donc, il y a bien un accent circonflexe sur le haut et un accent aigu. Ensuite, un losange. Donc, c'est un quadrilatère. Donc, on a insisté en cours pour bien voir la différence. Je vous rappelle que si vous dites un polygone qui a 4 côtés de même longueur, ce n'est pas suffisant. On pourrait très bien tracer un polygone qui a 6 côtés, dont 4 de la même longueur. Ça ne sera pas du tout un losange. Par contre, si vous dites que le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, on sait qu'il n'en a pas d'autres côtés, puisque c'est un quadrilatère. Un losange est un quadrilatère qui a, c'est le verbe avoir à chaque fois, hein, donc on va expliquer la caractéristique de chaque figure. Donc il y aura le verbe avoir, si vous mettez un accent, c'est plus un verbe. Donc il faut bien faire attention. 4 côtés, de même longueur. Au niveau du dessin, je rappelle que longueur, hein, on n'oublie pas le U derrière le G, sinon ça fait longeur. Donc je dessine un losange et surtout je code la définition. 4 côtés de même longueur, on met le codage. Un rectangle, c'est toujours un quadrilatère. Attention, on veut la définition. La seule définition, c'est qu'il y a 4 angles droits. Si vous me parlez des côtés qui sont 2 à 2 même longueur, ce n'est pas la définition, c'est une conséquence, c'est une propriété. Donc je fais un rectangle, je m'applique pour que ça ressemble à un rectangle et je code les 4 angles droits. Et c'est tout. Je répète, si vous mettez du codage sur les côtés, ce ne sera pas la définition et vous serez sanctionné. C'est important de connaître la différence entre une définition et des propriétés, parce qu'en mathématiques, ça ne correspond pas à la même chose. Un carré est un quadrilatère qui a c'est un losange rectangle. Donc on va recopier ce qui a marqué pour le losange et le rectangle. Donc il a 4 côtés de même longueur. Et 4 angles droits. Et là aussi au niveau de la figure, on ne la fait pas trop petite et ça doit ressembler à un carré. 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. On passe aux propriétés cette fois-ci. C'est bien écrit propriétés sur les diagonales. Alors moi, je vous conseille de commencer par faire la figure. Parce que la figure vous permet peut-être de retrouver si vous ne savez pas. Donc on me parle de diagonales, il faudra les dessiner en vert. Donc je les dessine. Donc voilà les diagonales. Je vous rappelle, les diagonales, ce sont des segments. Donc je ne trace pas des droites, hein. Ce n'est pas pareil que les axes de symétrie. Qu'est-ce qu'elles ont spécial, les diagonales du losange? Eh bien, elles ont 2 caractéristiques. Elles sont perpendiculaires et puis elles se coupent en leur milieu. Attention, là je code un milieu, là c'est un autre codage. Elles ne sont pas forcément de la même longueur. Donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu
milieu, un seul L, et sont perpendiculaires. On pourrait dire aussi se coupent perpendiculairement leur milieu. Ça marche aussi. On passe au rectangle. Donc je fais un rectangle assez grand qui remplisse ma case. Voilà. Je dessine les deux diagonales, pareil, en vert. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les diagonales du rectangle? Elles se coupent en leur milieu. Et elles sont de même longueur. Donc du coup, on a le même codage partout. Se coupent en leur milieu. Et sont de même longueur. Je vous rappelle aussi que son, c'est S-O-N-T, c'est le verbe avoir. Si vous l'écrivez S-O-N, ben c'est une grosse faute puisqu'il n'y a pas de verbe du coup. Ensuite, le carré. Donc là, je m'applique, je dessine un carré en remplissant bien la case. Voilà. Je construis les diagonales. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les diagonales du carré? Et bien, comme le carré, c'est un losange rectangle, elles vont être perpendiculaires, elles vont se couper en leur milieu et elles sont de même longueur. Donc, on a le même code partout. Donc, il y a une caractéristique qui est deux fois, donc on va l'écrire une seule fois, et donc on aura les deux autres. Il y en a trois. Se coupent en leur milieu. Virgule. Sont perpendiculaires. Et sont de même longueur. On passe aux symétries. Donc les rappels de 6e et les rappels de 5e. Je vous rappelle que c'est important, puisqu'en 3e, au brevet, vous aurez toutes les transformations du programme du cycle 3 et 4, à savoir qu'il y aura les deux symétries, elles sont au programme. Seulement, vous aurez aussi une transformation qui s'appelle la translation que vous verrez en 4e, et en 3e, vous aurez deux nouvelles transformations. Donc en 3e, on ne peut pas tout reprendre. Donc c'est important que vous soyez au point sur celle de 6e et de 5e. Alors, deux figures sont symétriques par rapport à une droite lorsque les deux figures, je vous rappelle qu'on peut le remplacer par L avec un S. Si vous mettez L au singulier, c'est plus une faute d'orthographe, c'est une faute de français et ça n'a plus aucun sens. Vous mettez qu'une seule figure se superpose, une seule figure ne peut pas se superposer. Elle doit se superposer par rapport à une autre figure, donc il faut forcément un pluriel. Les deux figures se superposent. Il n'y a qu'un seul P. Comment? Par pliage. Et on plie comment? Suivant la droite D. Donc là aussi, c'est à prendre par cœur, hein, pour pas que vous reteniez des choses fausses. On ne plie pas par rapport à quelque chose, mais suivant quelque chose. Ensuite, le symétrique d'un point. Donc là, je vous rappelle la petite figure, on a un point M', on a une droite D. Où est le point M? Donc on doit construire en pointillé. Voilà, une perpendiculaire et on a notre point M', pardon. Donc, si je fais la figure à main levée, on se rend compte que D doit être la médiatrice du segment MM', puisqu'elle est perpendiculaire et qu'on a reporté des longueurs. Lorsque la droite D est la médiatrice de quoi? Forcément d'un segment, lequel MM'. Et je pense bien à mettre des crochets, puisque la médiatrice, c'est forcément d'un segment. Symétrie centrale, donc ce qu'on a vu cette année. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O. Lorsque les deux figures, donc c'est pareil, si je le remplace, c'est forcément par un L avec un S. Sinon, ça n'a pas de sens. Se superpose, cette fois-ci, on ne fait pas un pliage, mais on fait un demi-tour. Et quand on fait un demi-tour, on dit comment? Et cette fois-ci, on tourne autour du point O. Alors, si je fais un dessin, donc j'ai un point M', j'ai le point O. Qu'est-ce qu'on a dessiné? On a fait une demi-droite en pointillé, ensuite on a reporté les longueurs et on code. Et si on fait la figure, on se rend compte que O est le milieu du segment MM'. Lorsque O est le milieu du segment
M, M'. Et j'oublie pas les crochets, parce qu'un milieu, c'est forcément par un segment. Allez, on passe aux formules. Donc les formules de périmètre et d'air à connaître par cœur. Donc ça, c'est un triangle. Donc le périmètre, je vous rappelle, c'est la longueur de son contour. Donc quand je fais le contour, je fais petit a plus petit c plus petit b ou a plus b plus c. Je rappelle que ce sont des lettres minuscules. Si vous mettez des lettres majuscules, c'est tout faux, puisqu'une lettre minuscule une lettre majuscule en géométrie, ça correspond à un sommet. Or, ajouter le sommet A plus le sommet B, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, ici, petit a, c'est la notation pour une longueur. Donc quand j'ajoute une longueur plus une longueur plus une longueur, je vais bien obtenir ici le périmètre. L'air. Donc l'air, c'est la moitié du rectangle ici. Si vous regardez bien, ça s'appelle la hauteur. Et le petit b correspond à la base. Et donc la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc je vais revenir au rectangle et puis ensuite je réexplique. Donc le rectangle, donc le tour, c'est je fais le tour de la figure. Or dans un rectangle, on a comme propriété que les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc du coup, quand je fais grand L plus petit L plus grand L plus petit L, on voit que le grand L, il y est 2 fois. Donc on a 2 fois grand L plus 2 fois petit L. Ou alors on a une autre formule, c'est 2 fois entre parenthèses grand L plus petit L. Donc grand L plus petit L, c'est la moitié du rectangle et on met le fois 2 à la fin avec des parenthèses pour dire qu'on fait tout le tour. L'air, c'est grand L fois petit L. Donc si j'applique cette formule avec le triangle, donc on le voit là en fait. Donc ce triangle, je le double, ce triangle, je le double et on obtient ce rectangle. C'est quoi les dimensions de ce rectangle? Et là, il a comme longueur le petit b. Et comme largeur, on aurait ce côté-là, ici, qu'on retrouve ici. Ça s'appelle la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a base fois hauteur. Ça serait le rectangle complet. Moi, mon triangle, on a dit que c'était que la moitié, puisqu'on a dû le doubler pour obtenir le rectangle. C'est pour ça qu'il y a une division par 2. Allez, on passe aux dernières figures. Donc ça, c'est le carré. Donc quand je fais le tour, c'est C plus C plus C plus C, puisque le carré a 4 côtés de la même longueur. Donc la formule, c'est 4 fois C. L'air, c'est C fois C. Le dernier, c'est le disque. Je vous rappelle que ce n'est pas un cercle. Le disque, c'est l'intérieur. Le cercle, c'est que le tour. Étant donné qu'on vous demande de calculer un périmètre et une aire, c'est forcément d'un disque. Parce que l'aire d'un cercle, déjà, ça n'existe pas. Et le périmètre d'un cercle, c'est un abus de langage. On parle de longueur du cercle ou de périmètre du disque. Pourquoi? Parce que le cercle, c'est l'ensemble déjà des points situés à égale distance d'un point qui s'appelle le centre. Donc, c'est déjà que le tour. Et le périmètre, c'est la longueur du tour. Donc la longueur du tour, il y aura une répétition. C'est pour ça que ça ne se dit pas. Donc il n'y a qu'un mot possible, c'est disque. La formule, il y a forcément la lettre pi, donc il faut appliquer pour qu'on voit. Le disque, le périmètre, c'est pi fois 2 fois le rayon. On s'applique, j'ai mis un R minuscule, on met un R minuscule. Si vous mettez un R majuscule, c'est pas cohérent avec la figure. Il y aurait une autre formule qui est pi fois d, mais je vois pas de d écrit sur la figure, donc il faut juste être cohérent. Et l'air, c'est pi fois R fois R. Je vous rappelle qu'on peut, pour les élèves qui ont tendance d'inverser les formules, le périmètre, l'unité usuelle, ça serait le centimètre. Il est obtenu en ajoutant des centimètres entre eux. Ce qu'on obtient ici, centimètre plus centimètre plus centimètre, ça fait bien des centimètres. 2, ça n'a pas d'unité, fois des centimètres, ça fait des centimètres. 2 n'a pas d'unité fois des centimètres. Quand j'ajoute, ça m'obtient des centimètres, et ainsi de suite. Pi n'a pas d'unité, 2 non plus, donc il reste R centimètres. Par contre, les R, l'unité, ce serait le centimètre carré. Elle est obtenue en faisant obligatoirement une longueur fois une longueur. Donc B, c'est des centimètres fois des centimètres. Je divise par 2. Ça reste à des centimètres fois des centimètres, donc des centimètres carrés. Grand L fois petit L, c'est des centimètres fois centimètres. C fois C, c'est des centimètres fois centimètres. Et la dernière, pi, n'a pas d'unité, et centimètre fois centimètre. C'est cohérent. Alors, on passe au volume. Donc ça, c'est un pavé droit. Alors, l'autre nom, c'est le parallélé. Donc, il y a le mot parallèle, en fait, mais avec des accents aigus. Parallélépipède rectangle. Mais comme ça vaut autant de points d'écrire l'un ou l'autre, je vous conseille d'écrire pavé droit. Il y a moins de fautes d'orthographe. Ensuite, ça, c'est le cube. Donc, formule de volume. Donc, l'unité pour les solides, ça sera le centimètre cube. Il faut multiplier des centimètres par des centimètres par des centimètres.
Alors ici, les longueurs, on les a, hein, c'est grand L fois petit l fois h. On obtiendra bien des centimètres fois centimètres fois centimètres, des centimètres cubes. Pour le cube, donc toutes les arêtes ont la même longueur. Donc c'est C fois C fois C. Ensuite, cite le nom d'autres solides. Donc d'autres solides, ça veut dire que je n'ai pas le droit de parler de ces deux-là. Faites bien attention, hein, on a insisté dessus. Autre, ça ne veut pas dire qu'il faut reciter cela. Alors, on a les polyèdres. Donc, c'est la première famille étudiée en 6e. Je vous rappelle les polyèdres. Donc, c'est la famille des solides dont les faces ont des polygones. Parmi eux, ceux-là sont des polyèdres. Dans les polyèdres, vous avez vu donc le pavé droit, le cube. La famille générale, ce sont les prismes droits. Donc, le pavé droit et le cube sont des prismes droits particuliers. Ensuite, on a le cylindre de révolution. Donc, il n'est pas un polyèdre parce qu'il a deux faces qui sont... Les deux bases sont des disques. Ensuite, on a le cône de révolution. Donc, lui aussi, c'est pas un polyèdre puisqu'il a une face qui est un disque. On a les pyramides. Avec un Y. Voilà. Ensuite, vous verrez en troisième, donc la boule ou la sphère. Donc la différence entre la sphère et la boule, c'est que la boule c'est plein et la sphère c'est que le tout autour. C'est la même différence qu'entre le cercle et le disque dans le plan. Voilà. Ensuite, le tableau des unités de volume et de contenance. Alors d'abord, on commence par les volumes. Donc c'est comme le tableau des unités de longueur. On a d'abord les kilomètres. Attention, c'est un K et un M minuscule. On n'a que des lettres minuscules. Ensuite, on a hectomètre. Ensuite, on a décamètre. Ça s'écrit D-A-M. Ensuite, on a les mètres, décimètre, 10 fois plus petit, centimètre, 100 fois plus petit, et millimètre. Alors ça, c'est le tableau des longueurs. Moi, je veux les volumes. Qu'est-ce que ça change? Déjà, je trace mes colonnes. Voilà, donc ça je vous rappelle que c'est le tableau des unités de longueur. Donc si je suis en volume, ça veut dire que je n'ai pas des kilomètres mais des kilomètres cubes, donc on met le petit 3. Et quand on met le petit 3, il faut se rappeler qu'il faut partager la colonne en deux pour avoir 3 colonnes en fait. Donc il y en a en vert et d'autres en bleu. Donc appliquez-vous, hein, il faut bien qu'on voit la différence. Voilà, donc celle-là je vais les faire plus larges en bleu pour que vous voyez bien. Et donc, dans les unités de volume, on a 3 chiffres par case. Donc, je mets le 3 et je partage en deux. Donc, ça, c'est le tableau des volumes. On vous demande le tableau des contenances. Les tableaux des contenances, ça veut dire que je veux les volumes de liquide. Donc, je vous rappelle la conversion. 1 litre, c'est pareil que 1 décimètre cube. Donc, il suffit de rajouter ça dans le tableau. Donc, dans les décimètres cubes, vous voyez qu'il y a 3 cases. Le litre, il est là. Je vous rappelle que le litre, c'est un L majuscule. Donc là, attention. Donc 10 fois plus petit, c'est décilitre, petit d, grand L. 100 fois plus petit, centilitre, petit c, grand L. Et 1000 fois plus petit, millilitre, petit m, grand L. Ensuite, on a les multiples. Donc 10 fois plus grand, on a décalitre, DA minuscule, L majuscule. On a l'hectolitre, petit h, grand L. Et le kilolitre, grand K, petit k, pardon, grand L. Voilà, donc là, on a l'unité de volume et de contenance. On passe aux angles. Deux angles sont adjacents. S'ils ont le même sommet, ils ont un côté en commun. Et s'ils sont situés de part et d'autre, de ce côté en commun. Ensuite, deux hommes sont complémentaires si la somme de leurs mesures. Donc pour faire une addition, il faut forcément avoir plusieurs nombres. Donc là, l'heure aura un S.
est égal à 90 degrés. Deux angles sont supplémentaires, donc ça ressemble, mais cette fois-ci, si la somme de leurs mesures cette fois-ci, elle est égale à 180 degrés. Ensuite, deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet. Et si les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. On a une propriété qui me dit que si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Alors, je peux rajouter les figures à main levée pour bien insister dessus. Donc, deux angles opposés par le sommet, on est dans ce cas-là, en fait, quand on a une croix. Donc, on a cet angle-là qui est opposé par le sommet à celui-là. Donc, ils ont bien le même sommet ici. Et les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Et la propriété vous dit qu'ils ont la même mesure. On est dans ce cas-là. Pour des angles adjacents, là, je fais un angle et je fais un deuxième angle, par exemple, ici. Donc, ils ont le même sommet, celui-là. Ils ont un côté en commun. Et il y en a un qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Donc, ils sont bien situés de part et d'autre. Et ils n'ont pas forcément la même longueur. Alors, pour avoir des angles complémentaires, je vais faire des angles complémentaires adjacents. Donc, la somme des mesures doit faire un angle droit. Vous voyez. Et donc, il y en a un que je coupe ici. Donc, on a cet angle et cet angle-là qui sont opposés qui sont complémentaires, puisque la somme des deux fait un angle droit. Pour avoir des angles supplémentaires, alors cette fois-ci, il faut que la somme des deux fasse 180, donc c'est un angle plat. Par exemple, ce dessin-là. Donc j'ai cet angle et cet angle-là. La somme des deux fait bien un angle plat, 180 degrés. Donc on a deux angles qui sont supplémentaires. Ils sont ici aussi adjacents. Allez, dernière partie. Donc on veut construire le patron d'un prisme droit. Donc, je vous rappelle que quand on déroule, il faut bien faire attention à respecter, on vous dit la méthodologie. Donc ça, c'est la face avant. Donc, quand on déroule, on va avoir, il ne faut pas oublier qu'il y a 6 faces. Donc, si je le fais à main levée, je vais construire mes rectangles. Donc là, je suis à main levée. Hein. Donc, à main levée, mais ça doit rester comme des rectangles. Alors, j'ai un petit, on va en faire un grand. Un autre petit à peu près de la même taille et un autre de la même taille. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les faces latérales. Ensuite, on a le haut et le bas. Donc même si c'est à main levée, il faut que ça ressemble. Il faut vous appliquer. Voilà. Donc ça, c'est la face avant. Vous voyez, qui a été hachurée là. Donc il faut respecter le codage de la face avant. Donc là, j'avais un trait ici. Et là, j'ai deux traits sur le côté. Voilà. Donc comme c'est un rectangle, les côtés opposés sont deux à deux de même longueur. Donc comme c'est un rectangle en haut, on a ça et ça. Alors ensuite, cette face avant, donc là j'ai toujours deux traits, deux traits, deux traits. Donc à droite, on a la face de droite. À gauche, la face de gauche. Ça, c'est la face du dessus. Et ça, c'est le dessous. Alors il y en a un manquant, c'est la face arrière. Alors il manque du codage. Donc si je regarde la face de gauche, ou la face de droite, vous voyez qu'ici, on a la face de droite, on a le petit rond. Donc là, j'ai petit rond. Donc comme c'est un rectangle, on a petit rond. Et ensuite, on a par pliage. Ici et ici. Vous voyez que ça se superpose. Donc là, j'ai forcément rond. Ensuite, dans le dessous, petit rond, il doit être en face de petit rond, puisque c'est un rectangle. Les côtés opposés sont deux à deux de même longueur. Ensuite, par pliage, ici, j'ai forcément rond. Comme c'est un rectangle, là, j'ai rond. Par pliage, je vais avoir rond. Il me reste la face arrière. Et donc, il faut se rappeler que ça va ici. Et ça va là. Donc, on a un trait. Un trait. Il manque à écrire les mesures. Donc 4 cm pour un trait. Je peux écrire le 4 cm ici. Voilà. Ensuite, deux traits, c'est 2 cm. Donc je peux l'écrire ici. J'ai besoin de l'écrire qu'une fois parce que j'ai tout codé. Il me manque là. Je n'ai pas mis de petit rond. Et petit rond, c'est 1,5 cm. Alors je l'écris où je veux. En face du petit rond. 1,5 cm. Voilà. Donc là, le patron est complet.
Donc la correction est terminée.